Vous n'avez pas l'habitude, je pense, de recevoir des pneumologues pédiatres au sein de votre association. Donc je suis pneumologue pédiatre, je travaille à Lyon, à l'hôpital Femmes, Mères et Enfants. Et je suis certains enfants atteints de déficit en alpha-antitrypsine. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte parce que c'est un projet qu'on mène avec l'équipe de gastro-entérologues. Mais c'est l'occasion surtout un petit peu pour moi de refaire le point justement sur ce titre qui est peut-être un peu provocateur, mais de l'atteinte respiratoire chez les enfants atteints de déficit en alpha-antitrypsine. Finalement, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Et pour ça, on va évidemment essayer de naviguer à travers les données que l'on a de disponibles. Mais c'est vrai que ça va soulever quand même un certain nombre de questions, vous allez le voir. Alors, moi, quand j'ai commencé à faire de la pédiatrie puis de la pneumologie pédiatrique, il y avait un dogme pour les enfants atteints de déficit en alpha-antitrypsine, c'est qu'ils n'étaient pas malades de leurs poumons, qu'il n'y avait pas d'atteinte clinique, pas de manifestation clinique, pas d'anomalie sur les tests fonctionnels respiratoires, les tests de souffle chez ces enfants. Et que finalement, quand ces enfants, on les voyait parce qu'on nous les adressait parce qu'ils avaient des manifestations respiratoires, le plus souvent, elles étaient en lien avec finalement une autre maladie respiratoire, et notamment l'asthme, parce qu'on va beaucoup reparler de ces manifestations sifflantes et de l'asthme parfois, et que finalement, il n'y avait pas forcément de lien direct avec le déficit en alpha-antitrypsine dont ces enfants étaient atteints. Et puis par contre, il y a une réalité, et ça les collègues adultes la connaissent beaucoup mieux que nous, les pédiatres, c'est que les manifestations respiratoires, quand elles vont survenir chez les patients déficitaires sévères, elles vont arriver vers la 3e, 4e décennie chez les fumeurs et un peu plus tard chez ceux qui ne sont pas fumeurs. Donc ce dogme peut évidemment, et c'est la règle en science et en médecine, il doit être remis en question, il doit être interrogé régulièrement, et c'est un petit peu ce que l'on a fait à Lyon, et je vais évidemment vous en parler. Alors avant de parler de ça, finalement, qu'est-ce qui a été décrit ? Parce que moi, parti de ce concept et de ce dogme-là, effectivement, c'est des enfants qu'on ne voit pas. Si vous interrogez les pneumologues pédiatres de France et de Navarre, la plupart ne suivent pas d'enfants atteints de déficit en alpha-antitrypsine, puisque il n'y a a priori pas de raison, et puis si même ils les suivent, ils ont de l'asthme, et on traite un asthme finalement. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est de retourner justement en arrière et de voir un petit peu ce qui a été décrit comme manifestation chez ces enfants. Et pour ça, le docteur Ruiz vous en a parlé un tout petit peu. Il y a cette fameuse cohorte suédoise qui, effectivement, les patients approchent la cinquantaine gentiment. Donc dépistage systématique, plus de 200 000 enfants dépistés, et puis un petit peu plus de 180 identifiés comme étant déficitaires, 127 avec un phénotype ZZ, donc le phénotype le plus sévère. Vous le savez, mieux que moi même sûrement, ils ont été suivis de façon très très régulière, et d'ailleurs ils sont encore suivis, puisqu'effectivement il y a des publications assez récentes sur le poumon notamment. Il y en a une de 2022 là, chez ces patients. Alors avec un suivi assez bien fait, à la fois sur le plan respiratoire, mais également sur le plan hépatique, et c'est vrai que ça a permis d'apprendre pas mal de choses. Donc je me suis focalisé sur ce que ces auteurs avaient décrit en termes de manifestations respiratoires. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'ils ont décrit justement sur ce qui concerne la survenue d'épisodes de sifflement, ou bien parfois, quand ces sifflements se répètent et qui sont associés à d'autres marqueurs, à ce qu'est un asthme. Alors ce schéma peut vous paraître un peu complexe, mais on va y aller doucement, gentiment, et vous allez voir que finalement tout va aller très bien. La colonne rouge vous indique le pourcentage de patients étant déficitaires, donc PIZZ, ayant présenté des sifflements dans l'année qui précède l'évaluation par le médecin. Chez des enfants âgés de l'âge de 2 ans, donc vraiment des tout petits, des nourrissons, on arrive à 6%. Alors vous allez me dire, oui, 6%, ça correspond à quoi ? Je vais vous dire que ce n'est pas beaucoup. Au cours des 2 premières années de vie, dans la population générale, il y a environ entre 15 et 20% des nourrissons bien portants par ailleurs, qui vont présenter des épisodes, on va appeler ça les bronchiolites, même si ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais des bronchiolites. D'accord ? Donc finalement, quand on voit 6% chez les enfants qui présentent un déficit en alpha-antitrypsine, bon, c'est pas tant que ça. Alors il faut recontextualiser ça. Là, on est dans les années 70. Sûrement qu'à cette époque, l'épidémiologie et en tout cas la fréquence de ces manifestations respiratoires n'était peut-être pas la même que celle que l'on a actuellement. D'accord ? Donc il faut le replacer dans le contexte. Ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, il nous faudrait une population de nourrissons contrôle bien portants, nés et suivis dans les mêmes conditions pour pouvoir mettre en vis-à-vis justement la fréquence de ces manifestations respiratoires. Mais comme ça, moi qui suis des enfants par ailleurs qui ont des asthmes des bébés, des asthmes du nourrisson, 6%, ça ne me paraît pas énorme.
À 8 ans, ils évaluent à peu près à 8% les enfants déficitaires qui ont eu des épisodes de sifflement. On ne parle pas d'asthme, hein, c'est vraiment... Et c'est des choses qui sont rapportées par les parents. Ils disent effectivement, il a fait une bronchite et puis à ce moment-là, on entendait que ça sifflait un petit peu. Alors 8%, on va me dire c'est beaucoup ou pas. Pareil, je vais vous dire non, ça ne me semble pas énorme. Quand on regarde la fréquence de l'asthme chez des enfants de cet âge-là, on est aux alentours de entre 10 et 14%. D'accord ? Mais là encore, il faut se remettre dans le contexte d'une étude qui a été faite dans les années 70 où on sait que la prévalence de l'asthme était beaucoup moins importante que ce qu'elle est actuellement. Et puis toujours pas de population contrôle où on peut regarder finalement ce qui se passe chez les gens non déficitaires. C'est à partir de l'âge de 16 ans que les auteurs justement la rapportent à la fois la fréquence de cet asthme, par contre c'est la colonne qui est en jaune, et ils ont en face de cette cohorte de patients des adolescents non déficitaires. Et là, effectivement, ce qui semble quand même apparaître, même si sur le plan statistique, ça n'est pas significatif, il n'y a pas de différence, mais quand même, on voit qu'à partir de l'âge de 16 ans, il y a quasiment 3 fois plus d'adolescents qui rapportent des manifestations respiratoires, et notamment de l'asthme, tel que le médecin va pouvoir le diagnostiquer, par rapport à ceux qui ont un phénotype normal. Oui, mais à ce moment-là, les 4% chez les MM, c'est pas normal. Oui, 4%, c'est pas normal, c'est même plutôt anormalement bas. Hein. Ensuite, quand on regarde à 22 ans, alors là, effectivement, et je m'adresse aux pneumologues adultes qui sont dans l'Assemblée, c'est les colonnes rouges, regardez quand même. Hein, là, franchement, il y a beaucoup de jeunes adultes, puis d'adultes qui rapportent ces phénomènes de sifflement récurrents au moment des infections respiratoires, au moment de changement climatique. Mais quand on compare ça aux colonnes bleues qui sont disponibles seulement à 30 et 34 ans, vous voyez que la différence n'est pas énorme. Hein. 31% chez les déficitaires, 26% chez les personnes non déficitaires. Et ça, sur le plan statistique, même si ça paraît important, ça n'est pas différent. La prévalence de l'asthme, par contre, effectivement, elle est plus importante chez les patients. Et ça, on le retrouve bien à 30 ans, c'est la colonne jaune, orange, par rapport à la colonne verte, qui est de 3,6% d'asthme à l'âge de 30 ans, ce qui ne me paraît pas beaucoup non plus. Ce qui ne me paraissait pas beaucoup non plus. Donc l'impression quand même, c'est que oui, il y a des manifestations respiratoires, ça apparaît clairement. Ça n'a pas l'air d'être forcément beaucoup plus fréquent, au moins à l'âge pédiatrique, que pour d'autres enfants. Mais encore une fois, on manque finalement de données collectées au même moment chez les enfants bien portants pour pouvoir comparer les valeurs. Puis effectivement, on peut critiquer ces valeurs de prévalence d'asthme qui sont très basses, en particulier chez les adultes et en particulier à un 4% à 16 ans, ce qui n'est pas normal du tout. Puis effectivement, après, il y a des manifestations respiratoires chez les patients adultes et en particulier quand ils sont exposés au tabac. Quand on regarde maintenant un petit peu leurs tests fonctionnels respiratoires, là aussi le truc peut vous paraître compliqué, mais vous allez voir qu'en fait c'est assez simple. Vous avez ici, sur l'axe des Y, la valeur du volume expiré au maximal par seconde. C'est le paramètre fonctionnel respiratoire qui est le plus fréquemment utilisé pour la surveillance de n'importe quel patient atteint de problèmes respiratoires. Vous avez en bleu donc la colonne qui rapporte la valeur de ce VMS pour le groupe de patients avec un phénotype ZZ. Et donc vous voyez que globalement, tout au long du suivi de cette cohorte, jusqu'au dernier suivi qui a été fait à 40 ans, chez ces patients, globalement, la fonction semble rester à peu près stable. Quand on décortique un petit peu, qu'on va plus dans le détail et qu'on distingue ceux qui sont des fumeurs actifs, des ex-fumeurs ou des non-fumeurs, on voit que globalement, à l'exception de ceux qui sont des fumeurs actifs, où la fonction respiratoire est diminuée quasiment de moitié, pour les autres, la fonction respiratoire reste quand même plutôt stable et plutôt à un bon niveau. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que c'est une des limites, il me semble, de ce paramètre fonctionnel respiratoire qui peut rester effectivement normal et en termes de détection de la complication qu'est l'emphysème, ne pas être forcément un bon outil de détection et de dépistage, puisque ces mêmes auteurs rapportent qu'à l'âge de 35 ans, chez certains patients qui ont eu des scanners, on peut voir des petites lésions d'emphysème apparaître alors que ce VMS reste parfaitement normal. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Jean-François. Hein. Non, je ne crois pas. De En 2017, d'ailleurs, cette limite un petit peu de ce test fonctionnel respiratoire avait été soulevée par les recommandations européennes de l'époque. C'est un bon indicateur de la présence, de la progression, de la sévérité de l'atteinte respiratoire, mais ce n'est pas un bon indicateur de la présence de l'emphysème et surtout, ce VMS peut rester normal alors que l'emphysème continue de progresser. Donc, c'est plutôt un marqueur assez tardif finalement.
D'où l'intérêt peut-être d'avoir d'autres paramètres fonctionnels respiratoires, d'autres tests fonctionnels respiratoires qui permettraient justement d'être un petit peu plus sensible en termes de détection de l'emphysème. Alors, c'est ce que pourrait justement faire ce fameux index de clairance pulmonaire dont je vais vous parler un petit peu après. Ce n'est pas quelque chose forcément dont vous avez entendu parler, ou je pense même que vous ne le connaissez pas, parce que c'est un examen qui est pas du tout réalisé dans le cabinet du pneumologue en ville. Hein. C'est un test qui est réalisé le plus souvent dans les hôpitaux et plutôt dans les CHU, parce qu'il demande un petit peu une technique un petit peu complexe, mais bon, qui, vous allez voir, vaut le coup, qui semble être intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que cet index de clairance pulmonaire, ou en anglais Lung Clearance Index? C'est en fait donc un test d'exploration fonctionnelle respiratoire, hein, c'est de la mesure de souffle, mais qui va permettre de mesurer l'inhomogénéité de distribution des gaz dans vos poumons, et en particulier quand vous allez évacuer ces différents gaz de vos poumons. Dans l'air que vous respirez, il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz rares. Ces gaz, vous en avez besoin pour respirer. Vous allez les faire rentrer dans vos poumons par les voies aériennes, puis vous allez les évacuer. Et ce que ce test va mesurer, c'est la façon dont vous évacuez ces gaz. Et quand les gaz ne sont pas bien évacués, ça peut être le signal d'une atteinte respiratoire présente au niveau des plus petites voies aériennes. Et les plus petites voies aériennes, en l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse dans l'atteinte respiratoire au cours du déficit en alpha-antitrypsine, c'est-à-dire cette zone très, très distale du poumon, au-delà des bronchioles, où effectivement l'emphysème va se développer. Donc cette inhomogénéité, en cas d'atteinte des petites voies aériennes, elle va être exagérée, et du coup, le temps que les gaz vont mettre pour être rincés, libérés du poumon, va mettre plus de temps. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon un petit peu différente. Alors, juste après ça, simplement, voilà l'intérêt de cet examen, c'est qu'il va vraiment permettre d'aller étudier ce qui se passe, vous voyez, dans le poumon très profond, hein, dans cette zone-là du poumon. C'est ce qu'on voit ici en histologie, mais c'est ce qu'on voit ici sur ce schéma, qui est une zone, on dit silencieuse. Silencieuse parce qu'avec les tests standards, et notamment la mesure de ce fameux VMS, on peut passer complètement à côté d'une atteinte de ces petites voies aériennes. D'accord ? Donc c'est là qu'est l'intérêt, c'est qu'il est vraiment très, très sensible pour analyser ce qui se passe dans cette fameuse zone silencieuse. Alors le principe de la mesure, elle est relativement simple. Il s'agit en fait de rincer l'azote présent dans vos poumons en utilisant de l'oxygène. Alors l'oxygène est représenté par le petit verre qui est ici, et imaginons ici que c'est vos poumons avec une certaine concentration d'azote au départ. Et donc le principe, c'est de mesurer le nombre de verres d'oxygène qu'il va falloir ajouter dans un contenant pour rincer totalement l'azote qui était présent au début jusqu'à une concentration finale qu'on va appeler C2, mais peu importe, et finalement de calculer le nombre de verres qu'il a fallu et surtout le volume de verres que cela représente par rapport au volume que vous aviez à rincer. Si on imagine que ce volume du verre fait 200 ml et que le volume que vous aviez à rincer fait 200 ml, et bien il a fallu 4 verres de 200 ml pour rincer un volume de 200 ml. L'ICP se calcule tout simplement grâce à cette petite formule, et ici on arrive à un ICP qui est à 4. D'accord ? Donc là, c'est la situation, on va dire, où il n'y a pas de problème. Les voies aériennes, les plus petites, sont en bonne santé, tout va bien, et on obtient ce truc. Dans la situation où, au contraire, ça ne fonctionne pas, ben, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va falloir beaucoup plus de verres pour arriver à rincer le contenu et arriver jusqu'à une concentration finale qui soit la même. Et dans ce cas-là, effectivement, l'ICP n'est plus le même. Là, il a fallu 8 verres au lieu des 4, donc il a fallu beaucoup plus de verres pour arriver à rincer le contenant, et l'ICP, du coup, va augmenter, va s'élever. Donc le truc qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, cette technique va permettre, enfin en tout cas, quand il va y avoir une atteinte des petites voies aériennes, cet index de clairance pulmonaire va être plus élevé, va augmenter. D'accord ? Et donc, on va comparer les valeurs qui sont mesurées chez les personnes à qui on a fait l'examen à des valeurs de référence pour voir si on est dans une situation normale ou pas. Alors, est-ce que c'est une technique qui est nouvelle ? Non, pas du tout, puisque ça date des années 60. Les amis suédois ou norvégiens suédois ont utilisé cette technique il y a déjà de très nombreuses années, sauf qu'à l'époque, c'était vraiment réservé à des laboratoires de recherche, et du coup, c'était vraiment pas du tout quelque chose d'utilisé en routine. Alors depuis, donc exemple d'appareil utilisé pour faire cette mesure, alors ça a beaucoup évolué depuis parce que
Les machines sont maintenant commercialisées, il y en a plusieurs, mais elles sont surtout beaucoup plus faciles d'utilisation. Et donc ça a permis de vraiment l'utiliser de plus en plus et de diffuser cette technique qui est intéressante. Alors comment est-ce que ça se déroule un test ? Comme souvent en pneumologie pédiatrique, en fonction de l'âge des enfants, le test ne va pas se dérouler forcément de la même façon. On peut faire ce test, d'abord ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut le faire très très tôt, quasiment dès la naissance. Enfin, j'exagère volontairement, mais on peut le faire très très tôt. Bon, sauf que ça va nécessiter de faire une sédation, d'endormir l'enfant pour faire cet examen. Certains le font simplement en sommeil naturel, c'est-à-dire que le petit prend le biberon, on attend qu'il s'endorme, et puis avec un masque qu'on applique sur le nez et la bouche du bébé, on peut faire cet examen, mais bon, des fois, le simple fait de mettre le masque, ça réveille l'enfant, il faut être patient parfois. Après l'âge de 3 ans, on n'a pas besoin de sédation, simplement il faut distraire les enfants pour arriver à faire cet examen, parce qu'un enfant de 3 ans avec un masque sur le nez et la bouche, souvent c'est un petit peu compliqué. Donc si on arrive à les distraire en leur faisant regarder une petite vidéo, ou le plus souvent c'est la vidéo, c'est les écrans, même si les pédiatres recommandent de ne pas utiliser trop d'écran, on utilise l'écran pour arriver à mesurer ça. Puis à partir de l'âge de 6 ans, les enfants sont un peu plus raisonnables et c'est des choses qui sont plus faciles à faire. Alors, en pratique, comment ça se passe ? Vous voyez ici, c'est une petite vidéo là, d'une petite fille. Alors elle, vous voyez, on l'a vraiment beaucoup distraite puisqu'on lui a donné non seulement la sucette, qu'elle n'a pas le droit d'utiliser tout de suite, et en plus, un petit dessin animé de petit ours brun. Alors ça change, hein. Petit ours brun, pas de patrouille, ça dépend. Mais vous voyez que là, elle est sur les genoux de son papa, et donc l'infirmière qui tient le masque sur le nez et la bouche de cette petite fille, bon, elle est complètement focalisée sur le petit ours brun, et du coup, elle ne s'intéresse même pas au reste. Et puis de l'autre côté, l'opérateur, il voit ça, alors il voit tout un tas de courbes, je ne vais pas vous les détailler parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, bref, l'examen se passe. Et cette petite fille, là, elle n'a pas l'air traumatisée de son examen. Donc ce test, il est intéressant. Il pourrait détecter l'atteinte respiratoire sûrement beaucoup mieux que ce que le font les tests habituels. Est-ce que ça a été testé, évalué chez les patients atteints de déficit en alpha-antitrypsine ? Alors oui, ça a été fait, mais il y a très très peu de littérature, et même à ma connaissance, il y a uniquement cet article qui a été publié il y a quelques années, ça date de 2016, et qui donc rapporte les résultats de l'utilisation de cet examen dans une cohorte de 193 patients, enfants et adultes, atteints de déficit en alpha-antitrypsine, la plupart ont un phénotype ZZ, et donc ils ont mesuré une fois, ça n'a pas été refait dans le temps, ils ont mesuré une fois cet index de clairance pulmonaire, et ce qu'ils ont vu, c'est que la plupart des patients, 83%, avaient un ICP qui était élevé, ça c'est un élément important, et par ailleurs, ceux qui avaient un VMS normal, dans 39% des cas, ils avaient un ICP qui était élevé. Donc encore une fois, ce fameux paramètre fonctionnel, le VMS, qui reste, on l'a vu, dans ces cohortes très, très, très bon et très élevé très longtemps, peut passer justement, sûrement peut ne pas détecter l'emphysème, et c'est peut-être ce que pourrait permettre cette mesure-là. Alors si on regarde les graphiques, sur le graphique de gauche, ce que vous allez voir, c'est donc en noir, les petites boules noires, ce sont les personnes qui ne sont pas atteintes de déficit en alpha-antitrypsine. Donc vous voyez que la limite supérieure à la normale, c'est le petit trait en pointillé ici. Vous voyez que la plupart des sujets non atteints, et là c'était des personnes âgées de 8 ans jusqu'à 60 ans, leur valeur se situe en dessous ou éventuellement un tout petit peu au-dessus de ce qui est la limite supérieure à la normale. Mais surtout, pour les patients qui ont un déficit en alpha-antitrypsine, c'est les petits ronds blancs. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, effectivement, cet ICP va avoir tendance à augmenter et donc témoigner d'une atteinte des voies aériennes qui est important. Ils ont regardé s'il y avait une corrélation entre ce paramètre-là et le taux d'alpha-antitrypsine, et ils ont trouvé une corrélation. Bon, moi, ce qui m'intéressait plus en tant que pneumologue pédiatre, c'était ce zoom fait sur les données purement pédiatriques. C'est ce qui est dans ce petit encart ici à droite. Donc une quarantaine d'enfants. Et cette quarantaine d'enfants, ce qui est intéressant de noter, donc c'est toujours le même principe, hein, les petites boules noires, ce sont les sujets contrôle, les blancs, les sujets déficitaires. Vous voyez qu'il y a quand même environ 9, enfin c'est pas environ, il y a 9 enfants sur les 40 qui sont étudiés qui ont un index de clairance pulmonaire qui est au-dessus de la valeur normale, d'accord ? Alors qu'il y en a seulement un ou deux, je dirais un, sujet contrôle, d'accord ? Donc une proportion qui serait de l'ordre de 20% d'enfants avec une atteinte, avec un index de clairance pulmonaire qui est élevé, alors encore une fois que leur VMS est normal.
Donc, muni de ces données et de cette réflexion, on s'est dit, finalement, puisqu'on a la machine à Lyon, on a vu ça avec Alain Lachaud, puis ensuite avec Mathias Ruiz, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse la même chose finalement chez ces enfants suivis à Lyon, qu'on fasse de façon un peu systématique une visite pour recueillir un certain nombre une visite auprès d'un pneumologue pédiatre pour recueillir un certain nombre d'éléments, dont celui-ci, donc ce fameux index de clairance pulmonaire. Et donc on a mis en place cette étude. Donc l'objectif principal était simple, c'était de mesurer, en d'autres termes, d'évaluer la prévalence de cette fameuse inhomogénéité de ventilation chez des patients atteints de déficit en alpha-antitrypsine, et en même temps de comparer les valeurs obtenues chez les enfants à celles obtenues chez des enfants bien portants. D'accord ? Donc les inclusions ont commencé il y a déjà un petit moment, puisque ça date de mai 2018. Là, je vous présente les résultats qui ont été obtenus pour 15 enfants, mais les inclusions se font lentement, puisqu'on est seulement à une vingtaine d'enfants à Lyon, mais je pourrais vous expliquer pourquoi aussi. Donc d'enfants suivis dans la cohorte défi alpha, et puis on a de façon contemporaine réalisé l'examen chez des enfants non déficitaires. On a recueilli les données des tests fonctionnels respiratoires, le fameux VMS, et puis tous les autres paramètres fonctionnels, dont l'index de clairance pulmonaire, et puis un certain nombre de données cliniques et biologiques, notamment le fait d'avoir une atteinte hépatique, les données en termes de symptômes respiratoires au moment de l'examen, d'antécédents respiratoires, d'exposition au tabac, etc., etc. Alors là, on a les caractéristiques des patients. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de patients. C'est vrai qu'on a 15 patients dans le groupe des enfants avec un déficit en alpha-antitrypsine et 30 chez les témoins. Ce que l'on a vu, c'est que sur le plan anthropométrique, c'est-à-dire de leur poids, de leur taille, il n'y a pas de différence. Vraiment, ils sont tout à fait comparables en termes de poids, de taille et d'indice de masse corporelle. Donc ça, c'était plutôt déjà une bonne nouvelle. Après, quand on regarde un petit peu plus en détail leur histoire respiratoire, effectivement, donc ils ont un déficit sévère, ils ont un taux médian d'alpha-antitrypsine qui est à 0,3 g. La plupart étaient des enfants avec un phénotype ZZ. Alors, il y a plusieurs choses quand même importantes, il me semble, dans ce tableau. C'est que sur les 15 enfants qu'on a vus, il y en avait quand même 8 qui étaient exposés au tabagisme passif, ce qui semble beaucoup quand même. Ça fait 1 sur 2 qui était exposé au tabac, à la fumée de tabac. Très peu avaient été exposés à la fumée de tabac pendant la grossesse. Et puis, c'est ce point-là aussi qui nous a un peu surpris, c'est que quand on interrogeait finalement les familles en demandant est-ce qu'il y a déjà eu une histoire respiratoire, des problèmes respiratoires chez votre enfant, et chez 11 patients sur les 15, on avait effectivement une réponse qui était oui, il y avait eu des choses. Donc très loin de ce qui a été décrit quand même, avec des valeurs beaucoup plus importantes que ce qui a été décrit jusqu'à maintenant. Si on va un petit peu plus dans le détail, les parents nous rapportaient soit de l'asthme du nourrisson. L'asthme du nourrisson, c'est des épisodes de sifflement répétés au cours des 2 premières années de la vie des enfants. Et c'était quand même relativement fréquent. 53%, c'est beaucoup, quand je vous ai dit que c'est à peu près 20-25% des nourrissons bien portants. D'accord ? Donc des manifestations respiratoires précoces. Et puis en termes d'évaluation, par contre, au moment du test, finalement, très peu étaient symptomatiques. Il y avait juste un enfant qui rapportait des manifestations qui ressemblent à de l'asthme et qui nécessitaient la mise d'un traitement avec de la cortisone inhalée prise tous les jours. D'accord ? Peu d'enfants avaient présenté des pneumonies, seulement 2 avaient présenté une détresse respiratoire néonatale, mais ces 2 enfants, des jumeaux, nés prématurément, donc sûrement une détresse sûrement liée à leur prématurité plus qu'à autre chose. Et puis, sur le plan hépatique, 7 avaient présenté un ictère néonatal et un patient était un jeune patient greffé hépatique. Donc déjà, je trouve certains points là un petit peu intéressants là-dessus. Alors, en termes de données fonctionnelles respiratoires, regardez pas trop les chiffres, mais simplement, quand on comparait donc ce fameux VMS entre les enfants atteints de déficit et les enfants témoins, on ne voyait pas de différence. Bon, sans s'y attendre un petit peu, leur fonction respiratoire finalement est la même. Et quand on regarde les autres paramètres, on ne voit pas de différence non plus. Y compris pour ce paramètre-là qui porte le nom barbare de DEMM 2575, qui est un paramètre censé justement explorer un petit peu mieux ces fameuses petites voies aériennes distales. Bon, là, en tout cas, en l'occurrence, il ne bougeait pas. Alors, il semble un tout petit peu plus bas chez les enfants déficitaires par rapport aux témoins, mais quand on passe ça à la moulinette des statistiques, ça ne sort pas, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Quand on regarde maintenant les données pour l'index de clairance pulmonaire,
Là aussi, à l'échelon du groupe, il n'y avait pas de différence entre les enfants avec un déficit en alpha-antitrypsine et les enfants bien portants. Même si la valeur vous semble un tout petit peu plus élevée, 7,58 chez les enfants déficitaires, 7,10 chez les enfants témoins, là encore, sur le plan statistique, ce n'est pas différent. Puis on a regardé évidemment, quand on est curieux, tout un tas d'autres paramètres, et tous ces autres paramètres étaient vraiment superposables à ceux des enfants en bonne santé. On a également voulu savoir s'il y avait une corrélation entre la valeur de l'index de clairance pulmonaire et le taux de l'alpha-antitrypsine, comme l'avaient fait nos collègues allemands. On n'a pas trouvé, on est sur 15 patients, c'était vraiment des tout petits effectifs. Donc on est très vite limité par les analyses statistiques sont très vite limitées par ça. On a voulu voir le lien avec ce fameux fibroscan dont vous a parlé Mathias, qui évalue l'importance de la fibrose hépatique. On n'a pas vu de corrélation, pas plus qu'avec l'exposition à la fumée de tabac, que ce soit in utero ou le tabagisme passif à la maison, ou l'ictère néonatal pour une autre atteinte hépatique. Ce qui me semble intéressant, par contre, c'est ce résultat. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé des données du groupe. Quand on regarde un petit peu les données éclatées individu par individu, il me semble qu'il y a quand même un petit peu de choses à creuser là. Ici, vous avez les résultats pour les enfants avec un déficit en alpha-antitrypsine. Chaque point représente la valeur pour un enfant, d'accord ? Et puis ici, vous avez les témoins, donc il y en avait 30, donc forcément, il y a plus de points. Ici, vous avez ce qui est considéré comme étant la limite supérieure de la normale. Au-delà de cette limite, il est possible qu'il se passe quelque chose au niveau de ces fameuses petites voies aériennes. Alors, ce qui nous semblait intéressant, c'est quand même de voir que, d'abord, la dispersion des valeurs, vous voyez, est plus importante, elles sont beaucoup plus étalées, ce qui est peut-être un peu moins le cas pour nos patients, pour nos sujets sains. Mais par contre, on a vu qu'il y avait, sur les 15, il y avait 3 enfants qui avaient une valeur au-dessus de la limite supérieure de la normale, ce qui fait à peu près 20%, alors qu'on en a 2 sur les 30 chez les témoins. D'accord ? Donc une différence qui, sur le plan statistique, n'a pas été testée parce que ça n'était pas pertinent de le faire, mais d'abord, on retombe sur les fameux 20% que nos collègues allemands avaient décrits, et ça c'est plutôt rassurant quand on arrive à reproduire des résultats à peu près similaires. Et puis ça fait effectivement quand même 3 fois plus, quasiment, un ratio de 3 d'anomalies sur ce test fonctionnel. Alors vous allez me poser la question et je vous y réponds tout de suite. Est-ce que ces enfants avaient des antécédents ou des manifestations respiratoires particulières ? Non, aucune, vraiment. Voilà. Ils avaient eu des manifestations petites, mais au moment où, en tout cas, où on a fait le test, le jour du test, ils ne se plaignaient absolument de rien. Justement, chez un enfant, la valeur mesurée pour son VMS, donc le test standard, ici, à la valeur qui a été mesurée au même moment pour l'ICP. Et finalement, de faire un espèce de quadrillage comme ça, de voir si certaines choses étaient un petit peu bizarroïdes. Alors, pour la plupart des enfants, les 2 valeurs mesurées, que ce soit celle du VMS ou de l'ICP, sont normales. D'accord ? C'est ce cadran qui est en bas, là, qui est en bas et à droite. On avait donc, comme on l'a vu, 3 enfants avec un VMS normal, mais un ICP qui était élevé. Donc peut-être une atteinte de ces voies aériennes distales. On ne sait pas. Ça, il faudrait sûrement passer à d'autres examens, faire de l'imagerie notamment, si vraiment vous voulez chercher quelque chose. Aucun enfant n'avait un VMS bas et un ICP élevé, puis un seul patient avait un VMS bas et un ICP élevé. Donc ce que je veux dire simplement, c'est une façon différente de présenter les résultats, c'est que la plupart quand même ont un VMS normal et avec un ICP qui est normal. Alors en conclusion, donc dans notre étude, effectivement, ce qui nous a quand même un peu surpris, c'est la fréquence, oui, des manifestations respiratoires qui sont rapportées par les jeunes et par les parents, mais des manifestations qui ont l'air transitoires quand même, puisque je vous ai bien dit qu'au moment le jour du test, quand on les interroge, ils nous disent « Non, moi, là, actuellement, je vais bien », à part un enfant qui prenait un traitement avec de la cortisone inhalée pour un asthme, sinon la plupart ne se plaignaient de rien. Donc à l'échelon du groupe, on n'a pas vu de différence, les valeurs sont les mêmes, mais par contre, sur le plan individuel, vous avez vu que la proportion d'enfants avec des valeurs au-dessus de la limite supérieure à la normale est plus élevée que ce que l'on a chez les sujets bien portants. Alors tout ça, évidemment, est à prendre avec précaution, parce que vous avez vu les effectifs, il n'y en a pas beaucoup. 15 patients atteints de déficit en alpha-antitrypsine, c'est vraiment très peu. Donc il faudrait vraiment pouvoir augmenter ces chiffres-là. Et puis par ailleurs, c'est un biais de recrutement, c'est-à-dire que c'est des enfants qui nous sont envoyés, c'est sûrement des enfants un peu, entre guillemets, sélectionnés. Et donc il faudrait pouvoir élargir, avoir un recrutement qui soit beaucoup plus représentatif de ce qu'est la population générale. Mais ça donne des perspectives, effectivement, notamment de poursuivre ce travail. Je pense qu'il y a des choses à creuser vraiment là-dedans, en ayant plus d'enfants et donc en essayant d'inclure un petit peu plus de participants à cette étude.
et peut-être même aussi, idéalement, en faisant une étude longitudinale, c'est-à-dire finalement en suivant ce paramètre dans le temps, de façon répétée, une fois par an par exemple, aussi longtemps qu'on le peut. Alors, est-ce que ça serait possible? En théorie, oui. En pratique, c'est un petit peu compliqué. Compliqué parce que cet appareil, tout le monde ne l'a pas. Hein, c'est ce que je vous ai dit, même si ça s'est démocratisé et que de plus en plus de centres l'ont. Pour autant, en France, il y a actuellement seulement 12 centres, et c'est essentiellement des centres pédiatriques d'ailleurs, hein, qui ont cet appareil. Mais voilà, il y en a chez les collègues parisiens, il y en a à Lille, il y en a à Roscoff. Alors, donc on a essayé un petit peu déjà de sensibiliser nos collègues pneumologues pédiatres à cette étude et à essayer d'augmenter le nombre de patients, mais c'est pas simple parce qu'encore une fois, c'est pas forcément des jeunes qui vont voir en consultation. D'accord? Donc c'est vrai que je pense qu'un des défis est là, c'est d'arriver finalement à ce que peut-être les pneumologues pédiatres s'intéressent un petit peu plus à ces jeunes et à leurs poumons. Voilà, c'est tout en ce qui me concerne et je vous remercie évidemment, je serai ravi de répondre à vos questions.